quand tu gères les humains, ce n'est pas facile. Et tu as plusieurs personnes derrière toi. Donc tu ne peux pas parler d'une manière simple. Quand il a parlé là, beaucoup disent, ah, Gbagbo dit qui va se retirer de la vie politique. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il dit, après les élections législatives, je démissionnerai. Je ne serai plus candidat à la direction du PPACI. Et je vais prendre mon temps pour moi-même et ma petite famille. J'aurai 81 ans. Voilà ce qui a été dit. Ça veut dire quoi? Dans les propos d'un homme politique, ce que tu entends là, c'est ce que tout le monde peut comprendre. Mais le vrai objectif que la personne vise là, c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est le non-dit. En disant ici qu'il va prendre sa retraite politique ou bien il va se reposer après les élections législatives, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais attendre d'abord le vote des députés. Si j'ai beaucoup de députés comme je souhaite et que nous pouvons influencer sur la vie politique, je vais utiliser cette force-là pour me relancer politiquement. Mais pourquoi je parle comme ça? Je parle de cette manière-là parce que je viens de court-circuiter le PDCI. Ce qui est dans la parole que beaucoup n'ont pas compris là, c'est ça que je suis en train de dire. Parce que les élections présidentielles auront lieu. Je ne peux plus empêcher les élections présidentielles. Alors que c'est moi, Laurent Gbagbo, j'avais dit que les élections là, je vais empêcher Alassane Ouattara de faire ces élections. C'est moi, Laurent Gbagbo, j'avais dit, allez leur dire que tant que moi, Gbagbo, je ne suis pas dans l'élection là, élection ça là, ils ne vont pas faire. C'est moi, Laurent Gbagbo, je leur ai dit, est-ce qu'ils savent qui je suis? C'est moi, on appelle Laurent Gbagbo. Je vais leur montrer couleur cette fois-ci. C'est moi, Laurent Gbagbo. Je leur ai dit que ce 4e mandat-là, on n'est pas d'accord. Bon. Toi, tu n'es pas d'accord pour quelque chose. Tu dis quelque chose ne va pas se faire sans toi. Tu dis, je vais vous montrer cette fois-ci mon vrai nom. Ça veut dire ce que vous n'avez jamais vu là, je vais vous montrer ça. Bon. Toi, tu dis, ce qui va se passer après élection, là, braquage électoral, là, c'est maintenant élection. Est-ce que en Côte d'Ivoire, là, quand on fait le cycle des élections, c'est quelle élection qui est la première à ouvrir? C'est l'élection présidentielle. C'est quand on finit de faire élection présidentielle qu'on a un nouveau président, qu'on s'en va après ça maintenant pour changer maintenant l'Assemblée nationale. Donc Gbagbo est en train de vous dire que ce sur quoi lui comptait là, élection présidentielle là, avec tous ces propos qu'il a dit, que l'élection présidentielle là, si lui n'est pas dans, ça ne va pas se faire. Avec tout ce qu'il a dit que je viens de vous citer là, il vient de vous dire, j'ai échoué. Tous mes plans ont échoué. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va passer à côté et on va maintenant, quand Alassane Ouattara sera élu, on va essayer d'aller maintenant aux législatives pour aller voter les députés. Si là-bas, j'arrive à avoir beaucoup de députés, mais je vais lui créer tous les problèmes. Mais dans les mêmes propos, il profite pour se donner l'air de quelqu'un qui quitte la politique de lui-même, alors que ce n'est pas vrai. Si Laurent Gbagbo obtient un certain nombre de députés, c'est ce qu'il veut voir maintenant, il va revenir à la charge. Mais s'il constate vraiment que réellement, ça encore, pour les députés, ça a été un échec, là, il n'aura d'autre choix que de reconnaître que c'est fini pour lui totalement. Ça fait un. Et je vous explique le fond. Allez en 2020, il a fait une émission avec une journaliste qu'on appelle Denise Epoté. On lui a demandé, Laurent Gbagbo, est-ce que vous ne pensez pas que il est temps qu'une nouvelle génération
reprennent le flambeau de la politique en Côte d'Ivoire, allez regarder la réponse de Laurent Gbagbo là-bas. Laurent Gbagbo dit que faire la politique là, ce n'est pas une question de jeunes ou de génération. Et que lui, il fera la politique toute sa vie. Mais le même Laurent Gbagbo est sorti dans son interview. Il a accusé Alassane Ouattara de braquage électoral. Le même Laurent Gbagbo dit que c'est parce que Alassane Ouattara s'est présenté en 2020 que lui aussi il a voulu se présenter. Mensonge. Pourquoi mensonge? Parce que, souvenez-vous, avant les élections de 2020, parmi tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire, le PDCI, le RHDP, parce qu'en 2019, le PDCI s'est dissocié du RHDP. Donc, Bédié était candidat aux élections. Alassane Ouattara était candidat aux élections. Afin Etta était candidat aux élections. Kakabe était candidat aux élections. Et il y avait d'autres candidats comme par exemple, c'est complexe. Les MDM, elle, toutes les questions, c'est la réponse, c'est complexe, c'est complexe. Eux tous étaient dedans là-bas. Mais bien avant ça, souvenez-vous, qui parmi les trois hommes politiques, Babo, Bédié et puis Alassane Ouattara, là, qui avait formé une autre alternative? Est-ce que Alassane Ouattara, avant 2020, est-ce qu'il n'avait pas été le seul qui avait désigné Amadou Gon Coulibaly pour être le candidat du RHDP? Mais ce que beaucoup ne savent pas, l'une des causes de division du RHDP, pour que Bédié quitte le RHDP, là, c'est pas seulement le fait que Bédié demandait que Alassane Ouattara n'a qu'à faire tontine politique. Si toi tu prends, après moi je prends. Il y avait ça. Mais ce n'était pas ça la seule raison. L'une des raisons, c'était aussi que le président Ouattara que vous voyez là, il a dit à Bédié, cher aîné, il est temps que nous passions le flambeau à une nouvelle génération. Bédié dit, lui n'est pas d'accord pour ça. Et donc là, ça a été une raison pour Bédié de dire, ah, donc, quand toi tu as fini de faire ton mandat, tu veux qu'on a qu'à prendre retraite ensemble. Moi je ne veux pas, donc je quitte RHDP. Donc, le seul homme politique qui a dit et qui a fait le changement générationnel, c'est le président Ouattara. Parce qu'il a pris deux personnes. Il a utilisé Amadou Gon Coulibaly. Mais celui-ci va décéder à la veille des élections. Après les élections de 2020, il va choisir encore Ahmed Bakayoko pour préparer 2025. Mais Ahmed Bakayoko va mourir. Et ça, ce sont des exemples clairs que tout le monde a vu ici. Donc, il ne suffit pas de parler, parce que les propos et les faits des uns des autres sont là. Là où Gbagbo disait que lui, en 2020, lui ne voit pas en quoi est-ce que on va disqualifier un homme politique parce qu'il est vieux. Alassane Ouattara avait déjà préparé 2 fois, et tout le monde peut voir ça, l'alternative politique. Amadou Gon devrait être le candidat du RHDP en 2020. Tous les Ivoiriens le savent. Mais il est décédé. C'est ce qui a fait que le RHDP n'ayant pas prévu notre alternative, on était obligé, par cas de force majeure, de faire avec le président Alassane Ouattara en 2020. Donc, on ne juge pas un individu par ses paroles, mais par ses actes. Mais Laurent Gbagbo, dans son interview d'hier, a voulu faire comprendre aux gens que, en 2020, même si lui ne voulait pas être candidat, comme Ouattara dit qu'il allait être candidat, c'est pourquoi lui il était candidat. Mais ce que Laurent Gbagbo oublie de vous dire, c'est qu'il ment. Parce qu'il était encore dans sa procédure avec la CPI. Et il ne pouvait pas être candidat, il le sait. Ça s'appelle simplement de la manipulation. Mais mieux, Laurent Gbagbo, ce qu'on avait toujours reproché aux autres, et ce que les PPAciens ont toujours reproché aux autres, Laurent Gbagbo vient aujourd'hui de trahir le PPACI-FPI. Laurent Gbagbo dit, je ne vais pas demander à des gens de descendre dans la rue, mais ils ont tout mon soutien. Je ne donnerai pas d'ordre aux gens de descendre dans les rues, mais ils ont tout mon soutien.
Je ne donnerai pas l'ordre aux gens d'aller voter. Ceux qui sont dans les rues, je les soutiens. Ceux qui descendent dans les rues pour protester contre cette manière d'envisager les élections, je les soutiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que vous avez une fois vu un homme qui dit qu'il est démocrate? L'élection là, c'est un élément fondamental de la démocratie. Même si vous avez la plus belle démocratie du monde, mais que vous ne faites pas d'élection, pour que le peuple s'exprime librement, c'est qu'il n'y a pas de démocratie. Les élections à elles seules ne sont pas la démocratie. Parce que dans la démocratie, il faut argumenter son choix politique. Mais on laisse tout ça. Prenons un seul élément qui est aller aux élections. Dans une démocratie, si belle soit-elle, s'il n'y a pas d'élection, c'est qu'il n'y a pas de démocratie. Depuis quand vous avez vu quelqu'un qui se dit démocrate, qui se dit quelqu'un qui aime son pays, dire « Je ne donnerai pas l'ordre aux gens d'aller voter ». Ce n'est pas par rapport à Alassane Ouattara qui dit d'aller voter. Laurent Gbagbo est en train de dire, tant que lui, il n'atteint pas ses objectifs-là, tant que lui n'est pas au centre de la réalité, pour que lui puisse atteindre ses objectifs-là, lui ne va jamais se sacrifier pour quelqu'un. Donc là, de la manière les Awadon Melo se sont sacrifiés pour lui là, lui n'est pas prêt à se sacrifier pour eux. De la manière Simone Gbagbo et autres se sont sacrifiés pour lui là, lui ne va jamais se sacrifier pour quelqu'un. Lui n'est pas rentré dans la politique pour faire le bonheur des autres. C'est pourquoi, lui, il va violer le principe fondamental même, qui est de permettre aux citoyens d'aller voter. Parce que Laurent Gbagbo pouvait demander aux autres Ivoiriens, s'ils étaient majoritaires, d'aller sanctionner Alassane Ouattara dans les urnes. Vous, les gens du PPAC, utilisez un peu vos cerveaux. Si Laurent Gbagbo était sûr que vous étiez majoritaire, il devrait dire, je souhaite que vous allez derrière un candidat et voici les consignes que je donne. Allez et sanctionnez massivement le président Ouattara. Et si le président Ouattara tombait, c'était déjà mieux que de le voir au pouvoir. Et donc, il vient de vous trahir. Ça veut dire, il a braqué votre capacité d'aller sanctionner Ouattara. Il vous trompe avec des mots, braquage électoral, mais lui, il vient de braquer votre pouvoir électoral. Lui, Laurent Gbagbo, vient de braquer votre capacité d'aller faire un choix contre Alassane Ouattara. Et ça, c'est plus grave. Il ouvre la voie aux partisans de Ouattara d'aller voter Ouattara pour que Ouattara gagne. Vous allez encore souffrir pendant 5 ans. Vous allez encore être dans la difficulté. Ouattara que vous n'aimez pas voir, là, il va être là encore pendant 5 ans. C'est ça qui vous fait mal, ou bien c'est le fait de ne pas aller voter qui vous fait mal. Donc, Laurent Gbagbo vient de trahir le combat. Il vient de trahir ses compagnons de lutte. Tant que lui, là, le bonheur, c'est pas pour lui, il prend pas. Mais il allait encore plus loin. Il dit aussi que lui, il n'a pas demandé à quelqu'un de descendre dans la rue. Virgule. Mais ceux qui sont descendus dans la rue, je les soutiens. C'est important, il faut retenir. Hein. Il dit, moi-même dans ma bouche comme ça, là, je n'ai pas dit directement de descendre dans la rue. Mais ceux qui sont descendus là, je les soutiens. Bon, on va prendre ça de façon simple. Éclaireur est un voleur. Éclaireur est allé braquer une banque. Éclaireur a pris l'argent. Il allait trouver le père Martial Koulibaly. Il dit, père Martial Koulibaly, voilà, je suis un braqueur. Hein. Je suis allé, j'ai gâté le coin. Voilà 2 millions pour toi. Le père Martial dit, ah vraiment, merci mon petit, c'est bien. Et puis il tape les épaules. Et puis je m'en vais. La police recherche éclaireur. Quand la police arrête éclaireur, on lui dit l'argent que tu as volé là, tu vas aller en prison, il n'y a pas de problème. Hein. Mais est-ce que tu as l'argent là encore? Éclaireur dit non, c'était 3 millions j'avais volé. Mais j'ai donné 2 millions à un de mes vieux pères de quartier là. Donc on n'a qu'à aller là-bas. Si on arrive à retrouver un peu sur lui, on va prendre avec lui. On arrive chez le vieux père Martial. Le vieux père Martial dit, est-ce que c'est moi je t'ai donné ordre d'aller voler? Donc si moi je t'ai pas donné ordre d'aller voler là, qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis est vrai? Donc c'est pas moi. Tu allais voler ce que tu m'as dit.
Tu allais voler, est-ce que c'est moi qui t'ai dit d'aller voler? Quand je vais répondre non, les policiers vont dire, mais le sens commun veut que si le vieux père Martial ne t'a pas dit d'aller voler, si le vieux père Martial n'a pas donné son avis, c'est totalement normal que il ne va pas accepter l'argent. Pourtant, le vieux père Martial a pris l'argent. Et c'est la même chose que Laurent Gbagbo est en train de faire ici. Hey, tant que vous pouvez vous mettre en enfer pour moi, Laurent Gbagbo, puis ça m'arrange là, faites-le. Mais c'est que, quand le problème va quitter dedans là, je ne vais pas accepter de me sacrifier comme vous. Parce que moi là, je ne rentre pas dans la politique pour me sacrifier pour quelqu'un. 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite. Tant que moi je gagne mon bénéfice là, je m'en fous du reste. Donc là, allez, marchez, sortez, faites ce que vous voulez. Tant que vous là, vous pouvez accepter d'aller en prison. Tant que vous pouvez accepter d'être dans les rues. Et tant que tout ce que, si vous sortez là, tout ce qui va vous arriver là, tant que vous pouvez supporter là, moi ça ne me gêne pas, hein, je suis fan de ça même. Mais, quand l'heure va venir pour vous soutenir là, ou bien pour vous apporter de l'aide là, en tout cas ne comptez pas sur moi. Deuxième trahison de Laurent Gbagbo. Il vient de trahir ses militants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Pulchéri Balé. Ça veut dire Lida Kwasi. Ça veut dire tous ceux qui ont brûlé les bus. Tous ceux qui sont descendus pour marcher là. Je vous ai utilisé, mais comme j'ai vu que ce que je voulais faire, ça ne va pas marcher là. Donc, je me protège, je vous laisse dans votre problème là-bas. Même un grain de riz, je ne vais pas vous apporter. Parce que moi là, je ne fais pas politique pour me sacrifier pour les autres. Mais je demande aux autres de se sacrifier pour moi. Et donc là, ce n'est pas à moi de vous dire comment vous vous sentez aujourd'hui. Et ceux qui vont vivre les conséquences, quand vous allez sortir de cette histoire, vous allez apprendre à choisir des hommes politiques responsables, des hommes politiques qui tiennent leur engagement, des hommes politiques qui sont fermes dans leurs décisions. Un homme qui a basé sa politique sur la malhonnêteté, c'est ça Laurent Gbagbo. Dans cette même parole, il y a encore un non-dit qui est en lien avec le fait qu'il dit qu'il va qu'il va attendre les élections des députés avant de prendre sa retraite. Laurent Gbagbo dit que lui n'a pas dit aux gens de ne pas sortir. Le journaliste lui pose la question. Est-ce que le samedi, tu vas demander aux gens de sortir? Posez-vous bien la question, pourquoi c'est la date du samedi 25 là? Pourquoi pas le 24? Pourquoi pas le 26? En fait, c'est une question préparée. C'est une question stratégique. Le 25 là, c'est le jour des élections. Et le samedi qui suit là, il dit, est-ce que ce jour-là, le samedi, tu vas demander aux gens de sortir? Ça veut dire quoi? Le lendemain des élections. En deux termes, est-ce qu'il n'y a pas un plan préparé qui est caché? Ça veut dire, en français simple, le plan qu'on avait préparé pour attaquer le pays là, est-ce que tu auras le courage de donner le mot d'ordre clairement? Pourquoi ce n'est pas la date d'avant ou la date d'après? C'est le samedi exactement, le 26. C'est porteur d'un message caché. Mais quel que soit ce qu'ils ont préparé ce samedi, ou bien le vendredi, ou bien le jeudi, ou bien le dimanche, nous les attendons. Et on va les écraser correctement. Parce que la République est plus forte que des voyous qui se mettent dans la politique et qui utilisent la vie des enfants des autres. Un vieillard qui n'a pas honte et qui se déculotte et qui adapte son langage est un leader indigne. Laurent Gbagbo là, c'est un leader indigne. Parce que quand il trouve un vrai garçon en face de lui là, il n'a pas le courage de dire ce qu'il disait à la place Figaro là. Il n'a pas le courage de dire ça. C'est parce qu'il y a un garçon devant lui. Mais le plus intéressant dans l'histoire, c'est quoi? C'est que Laurent Gbagbo, selon lui, vient de réussir un poker politique dans sa tête. Parce que c'est ce que je vous ai dit.
un homme là, une fois que tu maîtrises sa psychologie, tu peux anticiper sur ses actions. Laurent Gbagbo dit que l'élection présidentielle qui va se faire le samedi là, que c'est un braquage électoral. Mais lui, Laurent Gbagbo, vu que lui n'a plus les capacités de faire quoi que ce soit contre ce braquage électoral, il va attendre les élections législatives, les élections des députés. Et après, s'il voit qu'il a eu beaucoup de personnes, il va démissionner. Mais ce n'est pas vrai. Parce que si Laurent Gbagbo obtient ce qu'il veut, en termes de députés pour influencer sur les choix politiques ou même le blocage à l'Assemblée nationale, il ne va jamais démissionner. Et donc, il est là, il est dans une phase d'attente. Mais pourquoi Laurent Gbagbo dit ça? Laurent Gbagbo dit ça par rapport à ce qu'il vous dit que lui n'a pas demandé à quelqu'un de sortir dans la rue. Vous allez dire, mais où se trouve le lien? Le lien se trouve en ce que il y a quelqu'un qui a lancé un appel. Et ce quelqu'un s'appelle Tidjane Thiam. Il a lancé l'appel le 18 octobre 2025 à Paris. Donc Laurent Gbagbo invite les pouvoirs publics à prendre des sanctions contre Tidjane Thiam. Ah oui, je vous ai dit que quand un homme politique parle, ce n'est pas ce que vous avez entendu, c'est ce qu'il n'a pas dit là. C'est ça qui est important. Laurent Gbagbo dit, si vous me comparez à ceux qui ont lancé des mots d'ordre, en tout cas, moi je sors pour dire, je n'ai pas demandé à quelqu'un de descendre dans les rues. Donc qui a demandé aux gens de descendre dans les rues? En tout cas, Tidjane Thiam l'a fait. Tidjane Thiam a demandé que les gens descendent pour libérer le pays. Et après, on a vu des gens morts, on a vu des conséquences. Et donc, Laurent Gbagbo insidieusement rappelle que aujourd'hui, la Tidjane Thiam aura des problèmes avec la justice. Tidjane Thiam vient de se compromettre. Et donc, lui, Laurent Gbagbo, son association avec le PDCI, il vient de couper la tête du serpent que Chaka Dia avait mis dans son pantalon. Et la tête de ce serpent, c'est Tidjane Thiam. Et aujourd'hui, Tidjane Thiam qui aura bientôt des problèmes, lui maintenant, Gbagbo, ça va lui ouvrir un boulevard pour avoir les militants frustrés du PDCI qui ne pourront pas aller au RHDP là, ou même qui ne vont pas être dans le désarroi là. Ils vont venir avec lui. Ça va agrandir son champ électoral, ceux qui vont voter pour lui, pour les députés. Là, comme ça, si lui il a beaucoup de députés et qu'il devient la deuxième force politique du pays, le PDCI, non seulement il a réussi à tuer le PDCI, il devient maintenant important dans le dialogue politique en tant que la deuxième force politique du pays. En ce moment, donc, il prend pleinement possession du champ politique et maintenant, il s'impose comme un interlocuteur. Et donc, l'association PDCI, Tidjane Thiam, à travers la stratégie de Laurent Gbagbo, qui a poussé Chaka Dia à une faute politique, aujourd'hui, Chaka Dia, c'est fini pour lui politiquement. L'acte qu'il a posé ne restera pas sans conséquence. Et Laurent Gbagbo compte en tirer tous les bénéfices. Voilà pourquoi il a parlé, mais il a divisé ce qu'il dit pour ne pas que les gens puissent mettre ses propos ensemble. Et donc, je vais m'arrêter là, puisque c'est la voix du militant. Je ne vais vraiment pas abuser. Maintenant, ceux qui avaient brûlé la CEI, le siège de la CEI à Yamoussoukro, là. Hey, on vient de créer un nouveau siège à Djouakro. Tout près n'est pas loin. Élection, ça, l'on va faire. On vient de créer. Vous avez vu, en un temps, deux mouvements, là, on vient d'ouvrir un siège à Djouakro. Ils vont aller voter, boum! Quand vous dites que vous n'aimez pas quelque chose, là, on va faire papa et maman de ça. On allait installer ça à Djouakro. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? On allait mettre ça en plein Djouakro. Le siège de la CEI se trouve à Djouakro. Vous savez ce que ça veut dire, donc je ne vais pas vous expliquer ça. Ça veut dire, vous-même là, ce que vous ne voulez pas là, c'est papa et maman de ça, vous allez voir maintenant. Et donc, en pensant gâter, vous venez encore de tout arranger, même encore pour leur faciliter la tâche. Bonjour Ibarra, comment vas-tu? Ah, je ne vais pas bien, hein. Ah, pourquoi? Ah, mais je suis allé manifester dans la rue. Et subitement, tu dis que non, que c'est pas toi qui m'as envoyé, mais si j'arrive à gâter le coin, tu es content.
Et là, moi, je ne comprends plus rien. Ah, ça, les Ivoiriens, ils vont apprendre à me connaître. Parce que je sens que vous avez trahi le combat. Non, au contraire, je vous encourage, hein, de façon stratégique. Ah, on n'a qu'à se donner la douleur. Voilà, c'est ça, en sous-marin, je vous encourage. Comment allez-vous, cher patriarche? Ça va très bien, ça va, par la grâce de Dieu. On est content de la tournure des choses en notre faveur. On est content du déroulement des choses. Pour ceux qui ne comprennent pas, les quelques escarmouches qu'il y a eu ces derniers jours font que certains sont découragés, certains disent, j'ai même un de mes petits qui m'a appelé avant-hier, vers 21h, il était tout énervé, voilà, le gouvernement laisse faire, voilà, les gens ne comprennent pas beaucoup de choses en fait. Oui, les gens ont coupé la route. J'ai un de mes petits que j'ai envoyé je sais pas, à l'ouest là-bas, ils ont coupé la route. C'est le soir là, il a pu avoir la route pour venir, et ainsi de suite. Je lui ai dit, il dit Adama, je te pose une seule question. Si c'est mélangé là, c'est bon mauvais pour nous, hein, mais qui perd le pouvoir? Il dit c'est Ouattara. Il dit bon non, si lui, Ouattara que toi tu connais depuis 2011, il a plus avant même qu'il était dans l'opposition, mais depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui là. Il fait quoi par rapport à la sécurité? Il dit, en tout cas, vraiment, il dit, bon, donc, observe ce qui va se passer. Cette élection-là aura lieu. Quand j'ai expliqué, il a fini par me dire, ah, grand frère, vraiment, c'est pour ça qu'il t'appelle souvent. Parce que là, on est mélangé. Je dis, mais vous regardez toujours en surface. Il faut regarder en bas. Donc, éclaireur, comme je sais que tu n'as pas suffisamment de temps, je vais rapidement aller sur, après ce que tu as dit sur l'interview de Laurent Gbagbo, je vais enfoncer le clou sur certains points précis. Vraiment, si tu me le permets, je vais donner quelques éléments. Il n'y a pas de problème. Alors, voilà, merci beaucoup, éclaireur. Merci, chers frères, chères sœurs, EPV. Vraiment, vous qui nous écoutez tous les jours, même ceux qui sont en cachet, regardez là. Ouvrez bien les oreilles. Ce qu'on éclaireur a dit avant moi et ce que tous les autres ont dit avant moi sont très importants. Écoutez aussi ce que je vais vous dire. Quel est le contexte politique et le moment que Laurent Gbagbo a choisi pour faire son interview? Et il a fait l'interview avec qui? Quand vous regardez tous ces éléments-là, en politique là, ce sont les signes qu'il faut regarder. La parole même en politique là, il faut écouter, mais il faut savoir écouter entre les lignes. Pour ne pas dire savoir lire entre les lignes. L'interview de Laurent Gbagbo, là, pour moi, c'est quand la politique devient comme une partie d'échec. C'est ça la réalité. C'est comme vous avez vu là. Ce n'est pas de l'improvisation, hein. C'est un calcul politique. Le timing en politique est très, très, très important. Il choisit à peu près 72 heures avant l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, pour laquelle lui-même sa propre candidature a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Alors, il tient un discours. Si tu écoutes le discours, mais c'est un discours qui est ambigu de façon stratégique. Un double discours. Je ne donne pas de mot d'ordre. On appelle ça en politique un déni plausible. C'est-à-dire que il fait tout pour couper le lien entre ce qui se fait sur le terrain et lui. En tout cas, il tente de le faire. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se barricader juridiquement. C'est quoi? C'est un parfait juridique. Je ne donne pas de mot d'ordre. Donc, il essaie de couper ce qu'on appelle le lien de causalité entre lui et les faits sur le terrain. Ah, ce qu'on fait, là, c'est pas moi, hein. Moi, je n'ai pas dit de faire, mais je vous supporte. Je suis d'accord avec vous. Je légitime ce que vous êtes en train de faire. Donc, il apporte ce qu'on appelle un coup d'accélérateur. Il les encourage. Parce que quand tu dis, je ne donne pas de mots là, mais je suis d'accord avec eux. Je comprends ce qu'ils font et à la limite, à mot couvert, je les encourage. Mais ce qu'il oublie, il y a un lien juridique. Le lien juridique, il est où? Mais sa porte-parole,
Abiba Touré, elle a fait un communiqué qui est très clair. Même si dans le communiqué, elle a écrit que c'était des marches pacifiques. Mais vous oubliez l'article 38 de la Constitution dit quoi? Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. Et on ne peut pas manifester contre les décisions du Conseil constitutionnel. Le faisant, tu violes la loi. En plus de cela, il y a eu une décision du Conseil de sécurité nationale. Il y a eu un arrêté interministériel entre le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité intérieure, de la Sécurité de l'intérieur, qui ont signé un arrêté conjoint pour dire que toutes les marches en dehors toutes les manifestations politiques en dehors de la campagne électorale sont interdites. À partir de cet instant-là, toi qui viens encourager, mais c'est une infraction que tu commets. Quand on lit ces propos-là à ce que Abiba Touré, qui est ta porte-parole, a écrit, en plus de ce que Damana Pikas, qui est un de tes lieutenants, a dit, en plus de ce que Picheri Balé, qui est un de tes soudiens officiels, a dit, plus le fait que tu ne condamnes pas, mais tu encourages. C'est comme le gendarme qui a été tué là, tu encourages à tuer d'autres gendarmes. Les magasins qui ont été pillés là, tu encourages à piller d'autres magasins. Les barricades qui ont été érigées sur les routes là, tu encourages à ériger encore de nouvelles barricades. Est-ce que tu dis que tu les comprends et tu légitimes ce qu'ils sont en train de faire? Donc, ton parfait juridique que tu dis que tu es en train de chercher là, que tu penses que tu as mis en place là, c'est inexistant. Le lien de causalité que tu veux couper entre toi et puis les manifestants là. Mais ce lien de causalité pénale là existe à partir de cet instant-là. Parce que tu aurais dû condamner. Puisque vous dites qu'il s'agit de marches, d'abord la marche même est interdite, et la marche va à l'encontre de l'article 38 de la Constitution, mais même si vous avez dit que c'est pacifique, mais en plus les gens ont été violents, vous n'avez pas dénoncé, vous n'avez pas condamné les violences. Donc c'est une irresponsabilité juridique qui n'existe pas, qui n'existe que dans ta tête. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le timing aussi, c'est quoi? Le monsieur, il fait quoi? À court terme, il veut délégitimer le scrutin présidentiel, encourager les contestations, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui pourraient invalider la crédibilité du scrutin. Tout en se protégeant juridiquement. Donc, c'est le double langage qu'on lui connaît. Et l'exemple que tu as pris éclaireur tout à l'heure dans tes propos, disant que Martial Koulibaly a pris l'argent avec toi alors que c'est de l'argent volé. Mais je confirme que en 99, j'ai un grand frère qui est avocat qui m'a dit ceci un jour. Il était FPI. Et il a démissionné du FPI. Et je lui ai demandé mais pourquoi tu as démissionné du FPI. Il m'a dit, petit frère, Laurent Gbagbo, c'est le genre de personne, il est d'accord que tu tues pour ses intérêts, mais de telle sorte que son nom ne soit pas mêlé. Si tu as volé de l'argent, que tu lui donnes en cachette, il va prendre. Mais il ne faut pas que son nom soit mêlé. Si tu veux le mêler officiellement, il ne va pas te reconnaître et il va tout faire pour que la responsabilité tombe sur toi. Tidiane Cham est nouveau en politique. Il vient de se faire créer par Laurent Gbagbo. Tout simplement. Et ça, tu l'as dit, je ne vais pas revenir dessus. Mais je continue pour dire, le narratif qu'il utilise, quand vous regardez très bien, il se positionne pour les législatives. Donc, il remobilise en même temps ses troupes pour les élections législatives. Parce que c'est ça. Quand il dit, je vais prendre ma retraite politique, mais de vous à moi, qu'est-ce qui presse? Pourquoi c'est maintenant il s'empresse de dire je vais prendre ma retraite politique? De vous à moi. Mais c'est du bout de lèvres. C'est pour tromper la vigilance, pour que les gens baissent la garde, pour que les gens disent non, le gars, il est devenu sage. Les gars, on connaît Laurent Gbagbo il y a plus de 30 ans dans la politique, et puis tout à coup, brusquement, il devient sage. Et vous croyez à ça? C'est pour ça que j'ai fait plusieurs posts sur Facebook en disant faites attention à ce joli discours qui est en apparence joli. Quelqu'un qui veut se positionner comme étant au-dessus de la mêlée
les opposants. C'est le vieux père qui est devenu sage. C'est faux. C'est pour caresser dans le sens du poil et puis frapper à l'improviste. En fait, c'est ça. Tromper la vigilance, endormir les consciences, faire baisser la garde et puis surprendre. Par une programmation, je ne dirais pas politique, simplement, mais par une programmation de violence que vous n'imaginez même pas. Parce que il y a un agenda caché forcément qui explique cette sortie de Laurent Gbagbo à 3 jours des élections présidentielles. D'abord, il met une couche d'accélération. Il veut qu'on mette une couche d'accélération aux manifestations de rue. Et la preuve, aujourd'hui, il y a eu des manifestations à l'intérieur du pays, dans certaines régions. Il y a eu encore des tentatives où ils ont coupé la route, où ça a été dégagé après. Mais dans tous les cas, les jeunes ont tenté. Remarquez, c'est des groupuscules d'individus. C'est jamais un grand groupe de personnes. À peine souvent 20 personnes. Ça va mettre des barrages. Ils filment et présentent ça sur Internet pour donner un effet de psychologique. Pour créer ce qu'on appelle la psychose, la peur dans le cœur de ceux qui veulent aller voter, pour qu'ils aient peur d'aller voter. Donc, on vous a dit, l'enjeu de la participation, du taux de participation est très important. C'est pour ça qu'on ne cesse d'insister sur le fait que, quoi qu'il en coûte, vous devez sortir samedi et non dimanche. Parce que les gens se trompent très souvent. L'élection présidentielle aura lieu le dernier samedi du mois d'octobre, c'est le 25 octobre, pour aller voter. Donc, ils sortaient samedi de 8h jusqu'à 17h ou 18h pour aller voter. Mais n'attendez pas la dernière minute. Sortez le plus tôt possible. Ça va vous prendre peut-être 10 minutes. Vous finissez de poser votre acte citoyen et puis vous vaquez à vos occupations quotidiennes. Si vous n'avez pas de programme d'activité, vous rentrez chez vous tranquillement. Vous pouvez jouer avec vos enfants, jouer avec votre femme, tout ce que vous voulez. Donc, franchement, c'est important de ne pas négliger cet aspect des choses, de se rendre compte que nous sommes à un tournant décisif pour la démocratie ivoirienne. C'est un tournant décisif. C'est pas en restant à la maison que nous allons faire continuer le président Ouattara au pouvoir. C'est pas en restant à la maison que nous allons participer au renforcement de la démocratie. C'est pas en restant à la maison que nous allons consolider la démocratie. C'est en allant voter. C'est un acte citoyen, mais c'est un acte sacré que vous allez poser, compte tenu du contexte politique dans lequel nous sommes. Ici, c'est la bataille de l'ostracisme, des ténèbres contre la lumière. Oui, les gens veulent faire basculer le pays dans le chaos par rapport à leurs intérêts mesquins, leurs intérêts particuliers, leurs intérêts personnels. Vous voyez, vous qu'on appelle dans les rues, ça n'a même pas encore commencé, déjà que les gens vous ont abandonné. Et déjà, ils cherchent à se départir de vous. Ils disent oui, on vous a envoyé, mais pas pour aller casser. Donc ce que vous faites là, si on vous arrête, c'est votre responsabilité personnelle devant la loi pénale. Ce n'est pas eux qui seront recherchés directement, en tout cas pas immédiatement. C'est après peut-être des enquêtes qu'on va essayer d'établir ce qu'on appelle un lien juridique de causalité, soit de complicité ou de donneur d'ordre entre vous, les manifestants, les pauvres manifestants, qui acceptent de vous donner un sacrifice pour rien. Parce qu'on se donne un sacrifice quand c'est utile. Si tu meurs dans une cause pareille, tu es mort gratuitement. Tu vas même, peut-être ton âme même va aller en enfer. Parce que tu n'es pas mort pour sauver la République, pour sauver le groupe. Tu es mort pour la minorité. Et pour une minorité qui est en train de se battre pour une cause perdue, pour une cause personnelle, pour une cause qui n'est pas une cause générale. L'intérêt général est toujours au-dessus des intérêts particuliers. Donc c'est très important, ceux qui veulent continuer à se donner un sacrifice pour ne rien obtenir en retour, c'est leur problème. La preuve, quand on vous arrête, il n'y a même pas d'avocat pour vous défendre. Vous n'avez pas d'avocat, vous êtes livré à vous-même, ce sont vos parents. Et d'ailleurs, c'est bien fait pour vos parents, parce que ce sont vos parents qui vous encouragent. Ce sont vos parents, à cause de ce qu'ils disent à la maison, que vous avez toujours entendu là. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous vous levez pour suivre des mots d'ordre qui n'en valent pas la peine. Des mots d'ordre
qui ne vous permettent pas de construire votre avenir, mais de détruire plutôt, de vous détruire maintenant, ici et maintenant, et de ne même plus avoir d'avenir. Parce que si tu fais 36 mois d'emprisonnement en tant que jeune, tu as perdu 3 ans de ta vie, c'est beaucoup dans la vie d'une personne. Si maintenant ton nom est sorti d'une affaire d'homicide, il va faire au minimum 10 à 20 ans d'emprisonnement, tu peux même être condamné à perpétuité. Tu auras caché toute ta vie. Ce sont tes parents qui auront perdu. Tu auras perdu, tes parents auront perdu. Et c'est ta famille qui va pleurer, qui n'aura que ses yeux pour pleurer. Personne ne viendra à la rescousse. Donc vous êtes livrés à vous-même. Le président Ouattara vous donne une alternative pour vous construire. Il y a l'école de la seconde chance pour ceux qui ne sont pas loin à l'école. Maintenant, ceux qui ont des diplômes, il y a l'agence emploi jeune. Vous savez, vous pouvez vous refaire. Même si vous n'avez pas confiance au système, testez le système. Vous verrez que le système vous répondra d'une manière ou d'une autre. Éclaireur, je vais m'arrêter là, compte tenu du fait que tu n'as pas suffisamment de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher patriarche. Merci pour ce que vous venez de dire. On espère bien que les uns et les autres vont en prendre de la graine. Et en plus de ce que vous avez dit, pour vous laisser partir, j'allais ajouter ceci. C'est le propos d'un militant RHDP du nom de Papa Ado. Il dit ceci en mai 2024, Gbagbo disait « Je serai candidat et personne ne va m'empêcher ». En juin 2025, Gbagbo disait « Nous ferons tout pour que Ouattara ne soit pas candidat ». En juin 2025, le même Gbagbo disait « Il veut la bagarre, alors il y aura la bagarre, soyez prêts ». En août 2025, le même Gbagbo disait « Allez dire à Ouattara qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Je m'appelle Laurent Gbagbo et il ne me connaît pas. » En octobre 2025, Ado n'a pas encore parlé, mais c'est Gbagbo qui a encore parlé. Il dit, pour être plus exact, la date du 21 octobre, le même Gbagbo qui avait dit en mai que lui, il va être candidat et puis il ne voit pas de garçon pour l'empêcher là. En octobre 2025, le même Gbagbo dit, je n'ai jamais voulu être candidat. Je n'ai jamais appelé personne à la bagarre. Et aujourd'hui, dans ses propos, il laisse Alassane Ouattara faire son 4e mandat. Parce que si lui se retire de la politique pour abandonner ses militants, il ne donne pas un mot d'ordre clair à ses militants. Et il laisse ses militants et il leur dit n'allez pas voter. C'est que Laurent Gbagbo accepte le 4e mandat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a parlé lui seul, mais lui seul, il s'est contredit dans tout ce qu'il a dit. Et c'est simplement honteux. Et chers militants du PPACI, si vous vous sacrifiez pour Gbagbo, c'est 0. Parce que même un sac de riz, il ne va pas donner à vos parents. C'est vous qui perdez. Si ça vous plaît, tant mieux. Mais la vie va continuer. Vraiment, merci beaucoup, cher père. Merci pour ce que vous avez dit. Restons déterminés. Et l'histoire jugera ceux qui ont été du bon côté. Je vous souhaite une excellente soirée avec toute la grâce de Dieu. Merci, au revoir. Merci bien.